Discours de Madame le maire d'Arbonne. Les personnes qui le souhaitent peuvent s'asseoir. Madame la préfète, Monsieur le député, président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Monsieur le sénateur, président du Conseil général, Monsieur le président du Conseil régional, Messieurs les conseillers régionaux, Monsieur le vice-président du Conseil général, Messieurs les présidents d'intercommunalité, Mesdames et Messieurs les maires et les élus municipaux, Mesdames et Messieurs les anciens combattants et porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs, avec tous les élus de la commune d'Arbonne-la-Forêt et au nom de l'association des anciens combattants d'Arbonne-la-Forêt, dont le président, M. Di Massio, ne peut hélas être parmi nous aujourd'hui, je vous remercie de votre fidèle participation. Madame la préfète, dès votre prise de fonction le 30 juillet dernier, vous nous avez fait part de votre présence. Nous en sommes très honorés et vous exprimons à la fois nos souhaits respectueux de bienvenue et notre profonde considération. Au mois de janvier 1941, il y a eu encore de nouvelles restrictions. Les rations sont les suivantes pour un mois. 1590 grammes de viande ou de charcuterie, 220 grammes de fromage, 250 grammes d'huile ou de beurre, 1 kg de pommes de terre, 400 grammes de pain. Maintenant, les parents ont de plus en plus de soucis, écrivait Janine, une jeune fille de 13 ans vivant dans notre région. Laurent Poli, jeune résistant fusillé à Chamfroy le 21 juillet 1944, à l'âge de 20 ans, attendait chaque jour la précieuse visite de sa sœur, porteuse de quoi améliorer la faible nourriture distribuée à la prison de Fontainebleau. Sans doute en était-il de même pour ses 35 compagnons d'infortune. Plus loin, mais plus insupportable encore, Violette Maurice, déportée à Ravensbrück, écrira « Qui de nous n'a eu faim son sou à Ravensbrück? Faim lancinante, faim qui tortille les entrailles et vous laisse sans force. Nous avions commencé par avoir une soupe le matin, éternelle soupe de choux et de rutabaga, la boule de pain noir mélangée de paille. Ne nous durait pas longtemps, ce pain sentait le moisi, mais nous le mangions avec délice. Il est arrivé une époque où la soupe du soir fut supprimée et où la soupe du midi était de plus en plus inconsistante. Toute guerre engendre des pénuries et par conséquent la faim. Mais la famine, entendue comme un manque presque total de ressources alimentaires dans un pays ou une région, aboutissant à la souffrance et à la mort d'une population, résulte certes de conditions biologiques et climatiques, mais elle peut aussi être le résultat d'actes intentionnels. L'arme de la famine est ancienne. Elle a été utilisée dans le siège de nombreuses villes, le siège d'Alésia par exemple, pour obtenir des redditions sans combat. L'extermination par la faim a atteint un degré extrême lors de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne nazie a usé de cette arme redoutable sur le front est de l'Europe, comme Staline l'avait fait dans les goulags à l'endroit de ses propres concitoyens dans les années 1930. Rappelons-nous que l'essence de la Première Guerre mondiale fut le conflit entre d'un côté l'Empire allemand, l'Empire des Habsbourg, l'Empire ottoman, et de l'autre, la France, l'Empire russe, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Serbie et les États-Unis, avec la victoire de ces derniers en 1918. Conformément au traité de Versailles de 1919, les empires furent remplacés par des États nationaux et les monarchies par des républiques démocratiques. Mais ce traité ne fut qu'un règlement insatisfaisant car imposé sans discussion avec l'ennemi. Et à peine signé, l'Allemagne rêvait déjà d'une revanche. Les années 30 furent une période d'effondrement économique, période aussi de l'arrivée au pouvoir de deux hommes forts, Staline en Russie, Hitler en Allemagne. Si leur utopie de domination mondiale avait des fondements bien différents, ils se rejoignaient en considérant que la racine des problèmes économiques était avant tout le secteur agricole. Pour Staline, l'approche était la collectivisation avec enlèvement des terres aux paysans. Pour Hitler, la question agricole devait être réglée à l'extérieur de l'Allemagne, avec également annexion de terres fertiles des paysans soviétiques de l'Ukraine et de la Pologne. Le 15 mars 1939, les troupes allemandes entrent en Tchécoslovaquie. Le 1er octobre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, ce qui entraîna, conformément au traité de Versailles,
la déclaration de guerre de la Grande-Bretagne contre l'Allemagne, suivie quelques heures après par la France. Contrairement au pacte de non-agression, signé par la Russie et l'Allemagne en 1938, Hitler donna l'ordre d'attaquer l'URSS. Ce fut l'opération appelée Barbarossa. Ce revirement a été expliqué par le dessein fou d'Hitler de résoudre son problème britannique. La Grande-Bretagne était le plus grand empire colonial du monde, impossible à renverser et conquérir. Restait alors à créer un vaste empire oriental qui procurerait à l'Allemagne richesses agricoles, minerais, pétrole. Hitler envisageait d'utiliser la main-d'œuvre locale puis de l'affamer jusqu'à la mort. Ce fut le premier plan fin établi en 1941. Hitler croyait à tort que la victoire éclair s'imposerait. Le plan fin n'eut pas les résultats qu'il escomptait, et bien au contraire, ce sont les soldats allemands qui connurent la fin. Les Allemands resteront bloqués devant Leningrad avec un siège de 700 jours et qui verra périr plus de 700 000 habitants de la faim. Autre usage intensif de la famine, à partir de 1940, à l'encontre des Juifs cette fois. Lorsqu'en 1933, Hitler devint chancelier, l'Allemagne ne comptait guère qu'1% de Juifs. Il en était tout autrement en 1941 après l'annexion de la Pologne et des États baltes. 5 millions de Juifs se trouvaient sur le territoire allemand. L'Allemagne recourra alors au système des ghettos, condamnant les Juifs à vivre enfermés derrière des murs à l'intérieur desquels tout manquait, et particulièrement la nourriture. Le ghetto de Cracovie, le ghetto de Varsovie sont dans toutes les mémoires, mais l'Allemagne créa 400 ghettos. Dans le même temps, les camps de concentration se multipliaient pour recevoir juifs et prisonniers de guerre de toute l'Europe. La dénutrition y était comme le travail forcé, le sort de tous. Et en 1942, la surpopulation conduira à la solution finale. Écrasé par les bombes alliées, Berlin sera investi par l'armée russe le 30 avril 1945 et Hitler se donnera la mort aussitôt. Le coût humain de la Seconde Guerre mondiale est effroyable. 64 millions de morts dans toute l'Europe, 38 millions de civils, 17 millions de soldats en Europe. Bien qu'indissociable d'autres causes, la famine a eu une très grande part dans cette horreur. Dès 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme a affirmé dans son article 25 le droit de toute personne de pouvoir accéder à une alimentation suffisante pour assurer sa santé. Quelques années après, le Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a clairement affirmé qu'il est interdit d'utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre. Bien sûr, ces aides ne suppriment pas la cause de la famine voulue comme acte de guerre, elles en apaisent seulement les conséquences. Mais n'est-ce pas un devoir international minimum, rejoignant ces mots d'Albert Einstein, le monde est dangereux, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Ensemble, nourrissons l'espoir. Je vous remercie de votre attention. Allocution de Madame la Préfète. Madame le maire, monsieur le député, président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, monsieur le sénateur, président du Conseil général, madame et messieurs les conseillers régionaux, monsieur le conseiller général, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants et victimes de guerre, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs. Nous sommes présents ici en ce samedi 25 août 2012 en forêt de Fontainebleau, dans cette plaine de champs froids, pour nous souvenir, comme chaque année, de la tragédie qui s'est déroulée en ces lieux, et pour honorer ceux qui ont payé de leur vie leur détermination à dire non. Non à l'occupant, non à la barbarie, non au mépris de nos valeurs les plus sacrées. Au début de juillet 1944, les combats font rage en Normandie. L'aviation alliée bombarde en masse les voies de communication de Seine-et-Marne. Les réseaux de résistance et les maquis multiplient les sabotages et les attentats contre l'ennemi. C'est dans ce climat de déroute pour l'occupant allemand que la Gestapo, les feldgendarmes et la milice organisent une traque sans merci contre ceux qu'ils appellent terroristes. C'est le règne odieux des arrestations, des dénonciations, de la torture,
des représailles, des fusillades. Nombreux sont les otages, les résistants et les maquisards qui seront internés dans la prison de Fontainebleau, rue du Sergent-Perrier, et dans son annexe, la caserne d'Amem. C'est de cette cour de prison que par 2 fois, le 21 juillet 1944 et le 17 août après-midi, un camion chargé de prisonniers partira vers une destination inconnue, et que par 2 fois, il reviendra vide. Signe tragique du destin, c'est dans les quelques heures qui suivirent l'échec de l'opération Valkyrie, visant à faire vaciller le Reich, que le 21 juillet 1944, les premiers détenus reçoivent l'ordre de monter, mains liées dans le dos, dans ce camion de la mort et de la honte. Ces 36 personnes qui ignoraient la raison de leur dernier voyage feront l'objet, 4 mois durant, des conjectures et de tous les espoirs, jusqu'à ce jour du 7 décembre 1934, la vérité terrible est enfin exhumée par des soldats américains venus chercher du sable dans la plaine de Chanfroid. En cette journée de soupir, nous nous devons, dans un devoir de mémoire inextinguible vis-à-vis de ces 36 fusillés, assassinés ici en cachette dans le silence de la forêt par un ennemi en déroute, aux abois, de rappeler que leur résistance à l'occupant a relevé d'un acte de bravoure, d'amour de la France et de la liberté qui les honore à jamais. Ce souvenir est le premier respect que nous devons aux victimes de la barbarie nazie. C'est le premier respect que nous devons à ceux qui ont défendu les valeurs nationales et républicaines auxquelles ils croyaient, au prix de tant de souffrances. Nous rappelons par notre présence que ces 36 victimes ont pris place aux côtés de ceux qui, fidèles à une haute idée de l'homme, ont refusé l'abandon de la patrie et ont refusé de trahir la dignité humaine, même devant la force, même devant la violence implacable déchaînée par un régime nazi touchant pourtant à sa fin. Ces martyrs, ces frères d'armes, tous différents par leur âge, leur profession, leurs idées, avaient cependant en commun le rejet de l'humiliation, de la défaite, de l'occupation, du racisme et de l'antisémitisme. Par leur action, ils nous ont laissé non seulement un message, mais aussi un immense héritage pour que vivent les valeurs de la patrie, de l'humanisme, de la liberté, de la justice et de la tolérance. Je crois que s'ils pouvaient encore parler, ces combattants de l'ombre et de la résistance pourraient nous dire, mieux que d'autres encore, qu'il n'y a que notre dignité pour nous guider en tout et contre tout. Ils pourraient nous dire ce qu'il advient d'une société qui extirpe la spécificité humaine de l'homme et combien l'humanité peut être fragile quand elle s'abandonne. Ils pourraient aussi sans doute nous dire qu'il n'y a pas d'autre avenir possible pour notre peuple à travers les générations que la fidélité renouvelée à nos idées, portée par les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Aujourd'hui, c'est à nous de rendre le témoignage des sacrifices et des souffrances endurées par les plus justes et de rendre un grand hommage à ces hommes qui sont morts pour la liberté et pour que la France, forte et irréprochable, soit présente à l'heure de la victoire aux côtés de ses alliés. Que jamais ce tragique passé ne soit oublié, pour que jamais il soit tenté de réapparaître et que ces lieux soient toujours honorés pour que vive la France.